C'était censé être une histoire banale, mais dans cette maison, rien ne l'était vraiment. Lui avait deux grandes sœurs, Clara et Emily, et c'est auprès d'Emily que l'horreur avait choisi de s'inviter. À cette époque, leur famille vivait dans un vieux triplex, un bâtiment dont l'apparence décrépite cachait quelque chose de bien plus sombre. Une présence invisible, lourde, qui imprégnait les murs et rendait chaque silence oppressant. Tout semblait vivant dans cette maison, même le perroquet. Un oiseau banal en apparence, mais dont le chant glaçait le sang. Il ne se contentait pas d'imiter les voix entendues, il parlait dans une langue inconnue, une langue que personne dans la famille ne parlait. Et la nuit, la télévision s'allumait seule, sans raison, les chaînes défilaient à toute vitesse, comme si une main invisible cherchait frénétiquement quelque chose ou quelqu'un. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils n'étaient pas seuls à le remarquer. Ce n'est qu'après la nuit où tout a basculé, qu'ils ont appris que certains voisins, eux aussi, entendaient des choses. Des pas, des chuchotements, des bruits que personne n'expliquait. Plusieurs en étaient arrivés à douter de leur propre santé mentale. Mais la vérité, c'est que le pire était déjà à l'œuvre. Cette nuit-là, dans le triplex, tout semblait calme, sauf pour lui. Depuis tout petit, il avait peur de dormir seul. Alors, comme souvent, il était allé rejoindre sa sœur Clara. Dans son lit, il avait passé des heures à fixer le plafond, incapable de fermer l'œil. Quelque chose le rendait mal à l'aise. Il ne savait pas quoi. Finalement, épuisé, il avait fini par s'endormir, tout comme Clara à ses côtés. Plus tard dans la nuit, il avait été brutalement réveillé. Un hurlement, pas un cri de panique ordinaire, non. C'était un hurlement venu des tripes, un cri primal d'une terreur absolue. Le genre de cri qu'on n'oublie jamais. Et ce cri venait de la chambre d'Emily. Elle avait hurlé si fort que les murs en vibraient. Puis, dans un fracas, elle avait quitté sa chambre en courant, tentant désespérément de rejoindre la chambre de leurs parents, tout en haut du triplex. Mais dans sa panique, elle avait chuté dans les escaliers. Blessée, elle s'était littéralement hissée, marche après marche, rampant à moitié, comme si quelque chose était derrière elle. Mais qu'est-ce qui pouvait provoquer une telle terreur? Ce qu'Emily avait vu, aucun d'eux ne l'a jamais oublié. Dans sa chambre cette nuit-là, elle dormait paisiblement. Ses clés et son déodorant étaient posés sur son bureau derrière elle. Puis, il y a eu un bruit léger. Les clés avaient bougé toutes seules. Elle avait cru rêver, mais quelques secondes plus tard, le déodorant était tombé du bureau. Il avait roulé lentement, traversant la pièce, jusqu'à disparaître sous le lit. Elle s'était figée. Le silence s'était installé et soudain, le déodorant était ressorti de sous le lit, s'arrêtant juste devant elle. C'est à ce moment-là qu'elle s'était retournée et elle l'avait vu. Une silhouette grande, imposante, aucun visage, seulement l'ombre d'une longue barbe noire. Elle était là, dans la chambre. Alors, Emily avait hurlé comme jamais, puis elle avait fui, blessée jusqu'à ses parents. Son cri résonne encore, même des années après. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car cette nuit, il s'est passé quelque chose d'encore plus troublant. Clara et lui dormaient d'une manière inhabituelle, allongés sur le dos, raides, parfaitement immobiles. Mais le plus étrange, c'est qu'ils se tenaient la main, ce qu'ils ne faisaient jamais, et au même moment qu'Emily, ils faisaient tous les deux exactement le même cauchemar. Dans leur rêve, une voix d'homme froide, mécanique, résonnait. Ne l'écoute pas, laisse-la crier, ce n'est pas grave. Ils étaient conscients, coincés dans ce cauchemar, mais incapables de bouger, incapables de réagir, comme si la voix les maintenait prisonniers. Ils savaient ce qui se passait dans la pièce d'à côté. Ils entendaient le hurlement d'Emily, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils s'étaient réveillés presque en même temps, terrifiés. Et pourtant, quelque chose leur avait interdit d'aller voir ce qu'il s'était passé. Plus tard, Clara avait tenté de comprendre. Elle avait fait des recherches sur le quartier et elle avait découvert que leur maison avait été bâtie sur l'ancienne caserne militaire de la ville, un lieu marqué par l'ordre, la discipline et les drames. Depuis cette nuit-là, Emily n'a plus jamais dormi seule. Traumatisée, elle faisait des crises d'angoisse et elle refusait de rester isolée. Ils avaient dû réorganiser les chambres. Chaque nuit, elle se glissait entre Clara et lui, à la recherche d'une sécurité qui, au fond, n'existait plus. Car tous savaient qu'une fois la nuit tombée, l'ombre, elle, était toujours là. Il y a des nuits qui marquent à vie. Et pour Amandine, celle-ci, elle est restée gravée dans sa mémoire. Ce soir-là, après une soirée banale chez des amis, elle avait raccompagné son meilleur ami, Julien,
jusqu'à sa voiture. Il s'était garé sur un parking vide dans un petit village près d'Albi, une de ces places isolées, perdues dans la campagne où les lampadaires n'existent pas et où la nuit semble avaler tout le paysage. Amandine et Julien avaient discuté dans la voiture près d'une demi-heure. La portière côté passager était entrouverte, juste assez pour que la lumière du plafonnier reste allumée, baignant ainsi l'habitacle dans une lueur douce. Mais qui, elle ne le savait pas encore, allait attirer des regards. Autour d'eux, le silence et l'obscurité. Ils pensaient être seuls. Jusqu'à ce qu'en face de leur voiture, les phares d'une voiture blanche garée à quelques mètres s'allument soudainement. Amandine sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Dans cette obscurité totale, cette voiture avait quelque chose de dérangeant. Elle et Julien fixaient le véhicule, mais impossible de distinguer qui était à l'intérieur. Les vitres semblaient noires, puis les choses devinrent plus étranges. La voiture blanche, sans bouger d'un centimètre, commença à jouer avec ses phares. Ils s'allumaient, puis s'éteignaient, puis se rallumaient, comme un signal. Puis, ce furent les warnings. Les feux de détresse clignotaient, s'éteignaient et reprenaient. Le manège dura plusieurs minutes, comme si quelqu'un essayait de transmettre un message. Amandine sentit l'angoisse monter. Quelque chose n'allait pas. Et soudain, la portière passager de la voiture blanche s'ouvrit. Un homme descendit, un inconnu, ayant la quarantaine, habillé d'un simple jogging. Rien de menaçant en apparence, du moins au premier abord. L'homme s'éloigna lentement de la voiture, s'approcha d'un arbre sur le parking et glissa les mains dans son pantalon, comme s'il avait juste une envie pressante. Mais Amandine ne détournait pas les yeux. Elle fixait cet homme, et quelque chose clochait, car après avoir simulé ce geste banal, il s'arrêta, et se mit simplement à les observer immobiles, les fixant intensément sans bouger. C'est là qu'elle réalisa, avec la lumière du plafonnier toujours allumée, ils étaient parfaitement visibles de l'extérieur, comme exposés dans une vitrine. Le cœur battant, Amandine demanda à Julien de fermer la portière. Elle verrouilla les portes de la voiture, elle sentait cette sensation viscérale, ce mauvais pressentiment qui lui broyait le ventre. Julien, lui, restait calme. Pour lui, ce n'était rien. Une coïncidence. Il pouvait attendre encore un peu avant de se séparer. Mais il n'eut pas eu le temps de finir sa phrase, car dans le rétroviseur, Amandine vit une chose qui lui glaça le sang. Une autre voiture qui arrivait à toute vitesse. Les phares la frappèrent de plein fouet. Elle n'eut que le temps de voir cette voiture dépasser la sienne et se garer brutalement juste devant. Et ce n'était pas la même voiture que tout à l'heure. Et là aussi, un homme descendit. Un autre inconnu, en débardeur blanc, les bras nus, le visage fermé. Et il s'est mis à hurler et à s'approcher droit vers eux. Mais ce n'est pas tout. L'homme en jogging, celui qui simulait uriner contre un arbre, s'approcha aussi sans un mot, sans un geste inutile. Ils avancèrent, tous les deux ensemble, en hurlant. « Descends de ta voiture, je vais te tuer. » Amandine put entendre leurs mots. Les gestes étaient clairs, les intentions encore plus. Paniquée, Amandine recula. Une marche arrière désespérée, mais le parking était cerné de murs. Impossible d'aller plus loin. Elle heurta une barrière. La carrosserie se déchira, mais ce n'était plus le problème. Devant elle, les deux hommes avançaient. Ils étaient à quelques mètres. Alors, Amandine prit une décision. Elle fonça, pied au plancher. Elle fit hurler le moteur et lança la voiture droit devant, tentant d'esquiver les silhouettes et leurs véhicules. Elle passa, mais l'un des deux se jeta sur sa voiture, frappant les vitres, tentant même d'ouvrir la portière passager. Elle ne s'arrêta pas. Elle atteignit la sortie du parking, mais l'enfer n'était pas fini. Dans le rétroviseur, elle vit les phares. La voiture noire, ils la suivaient à toute vitesse. Ils essayaient de la percuter. Elle n'avait plus le contrôle de rien. Le stress, la peur, les larmes. Elle roulait aussi vite qu'elle pouvait sur cette petite route de campagne, son ami Julien tentant désespérément d'appeler la police, mais le réseau ne passait pas. Sur la route principale, elle aperçut soudain une silhouette, l'homme en jogging. Il était là au milieu de la route, comme s'il avait anticipé son trajet. Et derrière elle, toujours, la voiture noire collée à son pare-choc, klaxonnant, poussant, prête à la forcer à sortir de la route. Puis, le pire arriva. La voiture qui la poursuivait parvint à la dépasser. Et là, une queue de poisson. Elle fut forcée de freiner en urgence. Le conducteur descendit aussitôt, courut vers elle, hurlant, promettant de la tuer. Elle réussit à le contourner et s'enfuit à nouveau. La course-poursuite dura encore. Dans les ruelles du village, elle zigzaguait, hurlait à Julien de faire quelque chose, mais ils étaient seuls. Jusqu'à ce qu'elle reconnaisse une ruelle, celle de la maison d'une de ses amies. C'était son seul espoir. Elle pila, abandonna la voiture en pleine rue et courut tambouriner à la porte, suppliant qu'on lui ouvre. Derrière elle, elle s'attendait à sentir des mains la saisir, mais la porte s'ouvrit. Son ami la fit entrer et la police fut enfin contactée. Mais leur réponse fut terrifiante.
Pour eux, ces deux hommes avaient simplement tenté de lui voler sa voiture. Amandine savait que ce n'était pas ça. Elle l'avait vu dans leur regard. Ils ne voulaient pas sa voiture, ils la voulaient elle. Depuis cette nuit, chaque fois qu'une voiture la suit de trop près, chaque fois qu'elle croise des phares dans le noir, son cœur se serre. Et dans son rétroviseur, elle croit parfois revoir ces fameuses silhouettes. Léo avait 15 ans. Et cette nuit-là, il a peut-être échappé à quelque chose de bien pire qu'il n'ose l'imaginer. C'était un vendredi soir comme les autres. Ses parents étaient partis chez des amis, la maison était à lui pour la soirée. Une pizza, Netflix, rien d'extraordinaire. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il était un peu plus de 22h30 quand il a reçu un premier message. Un simple texto sur WhatsApp, on lui demandait s'il était seul ce soir. Le numéro était un numéro inconnu. Donc sans se méfier, Léo a répondu « C'est qui ?» Il n'a pas eu de réponse. Il pensait que c'était un ami qui avait changé de numéro, rien d'inquiétant. Mais 15 minutes plus tard, il a reçu une photo. Et c'est là que tout a basculé. Sur cette photo, on voyait sa maison, de nuit, vue de la rue. La lumière de sa chambre était allumée, et à travers les rideaux, on pouvait distinguer sa silhouette. À ce moment précis, Léo a compris que quelqu'un était dehors. Quelqu'un qui le surveillait et qui voulait qu'il le sache. Pris de panique, il a écarté le rideau. Mais rien, personne, la rue était vide. Il a répondu aussitôt « Tu es qui ? Ce n'est pas drôle ». Et là, le message est arrivé, simple et froid. « Descends, je veux juste te parler ». Léo a senti le sol se dérober sous ses pieds. Il a bloqué le numéro, couru verrouiller la porte d'entrée, tiré tous les volets et il a pris un couteau dans la cuisine. Il a ensuite fouillé chaque pièce, chaque placard, chaque recoin de la maison, même sous les lits. Pendant plus d'une heure, plus rien, le silence total. Il avait l'impression de devenir fou. Et puis vers minuit, 3 coups. Pas la sonnette, juste 3 coups, secs, à la porte d'entrée. Léo s'est approché à pas de loup. Il a regardé au travers du Judas et il y avait un homme, d'une quarantaine d'années, avec une casquette, une veste noire. Son visage était invisible dans l'ombre. Mais ce n'était personne que Léo connaissait. Il a retenu son souffle, il est resté parfaitement silencieux. L'homme, lui, a simplement reculé. Il a sorti son téléphone, regardé l'écran et pris une photo de sa porte et puis il est parti sans un mot. Le lendemain matin, Léo en a parlé à ses parents. Ils ont vérifié ensemble les caméras de surveillance, celles posées sur la façade de la maison, et l'homme était bien là. Comme dans un cauchemar, il apparaissait dans les images. La police a été prévenue et ils ont pris les choses au sérieux. Mais l'homme n'a jamais été identifié. Et ce qui hante encore Léo aujourd'hui, ce n'est pas l'homme, ni même la photo, c'est le message. Je veux juste te parler. Parce que parfois, ce qu'on veut vous dire, c'est déjà bien pire que ce qu'on peut imaginer. C'était une nuit ordinaire, du moins c'est ce que pensait Nathan. Il avait 15 ans, ses parents étaient séparés et cette semaine-là, il l'a passée chez son père. Une maison tranquille dans un quartier calme, rien de particulier, rien d'inquiétant. Dans cette maison vivaient son père, sa belle-mère, son petit frère et son demi-frère, un bébé de 2 ans. Ce soir-là, comme souvent, Nathan était monté se coucher un peu avant tout le monde. Il était aux alentours de 22h et tout était silencieux. En bas, son père était encore devant la télévision, mais en montant se coucher, il avait laissé la porte d'entrée entrouverte. Rien d'inhabituel, ici personne ne verrouillait la porte. Le quartier était sûr, il ne s'y passait jamais rien. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose allait changer. Aux alentours d'1h du matin, Nathan fut réveillé en sursaut. Il avait entendu la porte du couloir s'ouvrir, celle qui menait aux chambres. Il resta allongé, immobile. Ce n'était pas si étrange, quelqu'un allait peut-être aux toilettes, rien d'anormal peut-être. Il se rendormit presque. Mais quelques minutes plus tard, un cri, le cri de sa belle-mère. Nathan bondit hors de son lit. Il ouvrit sa porte et là, il le vit. Une ombre, une silhouette indistincte qui descendait lentement les escaliers, floue et pourtant bien réelle. Sa belle-mère avait réveillé son père en hurlant. Quelqu'un était dans la maison, un inconnu. Son père s'était précipité, avait fouillé chaque pièce, ouvert chaque porte, exploré le jardin, mais il était trop tard. La seule chose qu'il avait trouvée, c'était la porte d'entrée, grande ouverte. Ce n'est que le lendemain matin que Nathan comprit l'ampleur de ce qui s'était passé, ce que sa belle-mère avait vu cette nuit-là. Pendant son sommeil, alors qu'elle dormait avec le bébé, elle avait senti une présence. Quelque chose la fixait. Elle avait alors ouvert les yeux et c'est là qu'elle l'a vu. Un homme au bout de son lit. Silencieux, immobile, il mesurait près d'1,90 m, habillé entièrement de noir. Et il ne faisait rien. Il se contentait de la regarder. Il restait là, de longues minutes, à l'observer.
Puis lentement, il avait quitté la pièce. Paniquée, sa belle-mère était sortie du lit. Elle avait peur qu'il s'en prenne à l'un des enfants. Elle avait ouvert la porte de sa chambre et c'est là qu'elle l'avait vu. L'homme au sommet des escaliers, mais ce n'est pas tout. Il faisait un signe, un geste de la main. Il appelait quelqu'un. Il demandait à une autre personne de monter. Alors là, elle s'est mise à crier. Et c'est à ce moment-là que Nathan était sorti de sa chambre et qu'il avait vu l'ombre. Mais ce qui dérange le plus dans cette histoire, ce n'est pas sa présence, c'est ce qu'il n'a pas fait. Dans l'entrée, il y avait le portefeuille du père, des billets en évidence, les clés des voitures, tout était là, visible, facile à prendre. Mais l'homme n'a rien volé. Il n'était pas là pour l'argent. Alors, pourquoi était-il venu? Ça, Nathan préfère ne jamais connaître la réponse. Katia n'avait que 20 ans à l'époque. Elle était partie en Irlande pour un simple stage. 3 mois à travailler dans une auberge de jeunesse. Le genre de séjour où l'on pense vivre des soirées festives, voir des paysages magnifiques et vivre quelques galères anodines. Mais pas ce qu'elle allait vivre vraiment. Avec 2 amis, Étienne et Tim, elle avait rejoint un groupe de jeunes venus du monde entier. L'ambiance était idéale. Travail léger le matin, après-midi libre pour explorer le pays et soirée interminable à discuter dans la grande chambre partagée. Mais rapidement, quelque chose avait dérapé. Tim, qu'elle considérait comme simplement un ami, était devenu insistant, bien trop insistant. Katia avait beau le repousser, il s'accrochait. Fatiguée, elle passait de plus en plus de temps avec Maria, une jeune espagnole avec qui elle partageait une langue et une certaine complicité. Et c'est Maria qui un soir lui proposa de sortir. Une boîte de nuit, quelques verres, de la musique, l'occasion parfaite de s'éloigner de Tim et de souffler un peu. Au début, tout était normal. La soirée battait son plein, mais rapidement, Maria s'était mise à faire n'importe quoi. Elle prenait des verres abandonnés sur les tables sans se soucier du danger. Katia avait tenté de la raisonner, mais Maria s'en fichait. Le temps passa et la plupart des amis de Katia quittèrent la soirée, mais Maria, elle, voulait rester. Katia, pour ne pas la laisser seule, resta avec elle. C'était une erreur. Alors que la soirée touchait à sa fin, Katia était sortie fumer, discuter avec des inconnus devant l'entrée, puis, quand le vigile annonça la fermeture du bar, elle retourna devant la porte, là où elle et Maria s'étaient donné rendez-vous. Mais c'est là que tout a basculé. Maria était là, mais pas seule. Une voiture était garée juste devant elle. Maria cria à Katia de monter avec elle. Elle avait rencontré quelqu'un, un garçon qui organisait une fête dans sa maison. Katia hésita, elle refusa d'abord, mais Maria insista, et elle ne voulait pas la laisser seule, alors elle monta. À l'intérieur, le silence était pesant. Le conducteur à l'avant jetait à Katia des regards noirs à travers le rétroviseur, comme si elle n'était pas censée être là. Le trajet semblait interminable. Chaque minute éloignait Katia de l'auberge. Chaque seconde, elle regrettait. Au bout d'une quinzaine de minutes, la voiture s'arrêta. Ils étaient dans un quartier résidentiel, propre et calme, mais peut-être un peu trop calme. Le garçon ouvrit une porte, la maison était plongée dans le noir. Il n'y avait aucune fête. Aucune musique, personne, juste le silence. Katia, glacée, resta sur le seuil. Et là, le garçon prononça cette phrase. « J'ai des chatons à l'étage. » Sans réfléchir, Maria courut à l'intérieur, montant les escaliers. Katia la suivit, pas par envie, mais parce qu'elle ne pouvait pas la laisser seule. Et en haut, il y avait bien des chatons. Mais Katia savait, elle le sentait, elle devait sortir. Elle attrapa Maria par le bras, la tira vers la sortie, dévalant les marches. Le garçon silencieux s'était posté en bas des escaliers. Il les regardait descendre, bloquant le passage. Katia leva la jambe, talon aiguille pointé vers sa poitrine, prête à frapper. Face à sa détermination, il céda, et elles passèrent. Dehors, Katia n'avait aucun repère, aucun téléphone, aucun argent, rien. Maria râlait, elle voulait retourner à la fête. Mais Katia savait que si elle restait là, quelque chose de terrible allait se passer. Elles marchèrent des mètres, des kilomètres peut-être. Puis un homme apparut, sorti de nulle part, et il leur proposa de dormir chez lui. Katia refusa immédiatement. Elle réalisa alors, cet homme était dans la boîte, plus tôt dans la soirée, et il les avait suivis. Elle commença alors à paniquer. L'adrénaline reprenait le dessus. Et puis par miracle, une voiture de police passa. L'homme disparut aussitôt dans l'ombre. Katia tenta d'expliquer la situation aux policiers, mais ils repartirent indifférents. Désespérée, elle marcha, sans direction, avec Maria derrière elle. Elle n'avait plus de force, plus de plan. Puis une dernière voiture s'arrêta. Maria avait fait du stop dans son dos. C'était un taxi. L'homme comprit vite la situation. Il leur montra ses papiers, son badge. Il était légitime et humain. Il les ramena à l'auberge gratuitement. Katia n'avait jamais été aussi soulagée de retrouver son lit. Mais le lendemain, elle découvrit la vérité.
Le serveur de la boîte de nuit lui posa une question simple. « Vous êtes bien rentré hier ?» Et elle confirme. Et alors, il lui révéla que les deux hommes, ceux qui les avaient emmenés dans cette maison, étaient connus. C'étaient des frères, impliqués dans des affaires d'abus intimes. Ils étaient peut-être en attente de procès, peut-être même déjà condamnés, mais Katia ne l'a jamais su. Elle n'a rien dit à Maria, mais elle sait. Elle sait ce qu'il aurait pu se passer cette nuit-là. Et elle sait une chose, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un pays paraît sûr que les monstres n'existent pas. Katia avait toujours été passionnée par les histoires d'horreur. Les threads, les podcasts, le true crime, rien ne semblait l'atteindre, du moins c'est ce qu'elle croyait. Jusqu'à ce soir-là. Son frère était venu passer le week-end chez elle. Il ne se voyait plus beaucoup depuis quelque temps. Entre son métier de gendarme et son nouveau rôle de père, ses journées étaient bien remplies. Alors, ce soir-là, ils avaient décidé de souffler une bouteille de vin puis une autre. Au fil de la soirée, les langues s'étaient déliées. Il lui avait raconté les scènes difficiles de son travail. Elle, de son côté, avait évoqué un épisode de Faites entrer l'accusé qu'elle avait écouté récemment. Une histoire sordide, une jeune fille retrouvée morte brûlée dans une forêt à quelques kilomètres de leur village natal. Elle avait dit ça comme on parle d'une histoire parmi tant d'autres. C'est fou quand même. Même dans le trou du monde, on voit des horreurs pareilles. Son frère s'était figé. Puis il avait simplement dit « Tu ne t'en souviens plus ?» Katia l'avait regardé sans comprendre. Se souvenir de quoi? Alors, il lui avait raconté. Elle avait 3 ans et lui à peine 4. Ce jour-là, leurs parents les avaient déposés chez leurs grands-parents, leur grand-père, et leur grand-père était garde forestier depuis toujours. Ce genre d'homme qui ne décroche jamais vraiment de son métier. Ils étaient tous les 4 dans la voiture, un modèle tout-terrain parfait pour les chemins forestiers. Ils revenaient d'une simple course et la route traversait la forêt. Et soudain, le grand-père avait vu de la fumée, un feu. Il avait appelé ses collègues, mais c'était plus fort que lui. Même en repos, même avec ses petits-enfants et les courses dans la voiture, il voulait aller voir. Alors, il avait pris un sentier. Sa grand-mère avait râlé, insistant que les enfants étaient dans la voiture, et finalement le grand-père avait obéi. C'est seulement le soir ou le lendemain qu'il avait appris la vérité. Au bout de ce sentier, une jeune femme avait été retrouvée brûlée, vivante au moment où le feu avait été allumé. Et depuis ce jour-là, le grand-père n'a jamais cessé de s'en vouloir. Il s'est toujours demandé, et si j'étais allé jusqu'au bout, aurais-je pu la sauver? Ou alors, aurait-il risqué la vie de ses petits-enfants, de sa femme, face au monstre qui devait peut-être encore rôder près du corps? Katia écoutait, pétrifiée. Cette histoire qu'elle croyait lointaine, elle y avait été mêlée, sans même s'en souvenir. Aujourd'hui, son grand-père est âgé, il a plus de 80 ans. Et pourtant rien n'a changé. Quand le téléphone sonne même au cœur de la nuit, il enfile sa veste et il repart. Parce que les gens du village continuent de l'appeler. Pour un cerf percuté, une biche blessée ou pour n'importe quel accident dans la forêt. Et à chaque fois il y va. Katia l'a vu faire encore et encore. Elle l'a entendu répondre, décrocher et repartir sans poser de questions. Et désormais, elle comprend peut-être pourquoi il ne peut pas rester chez lui lorsque le téléphone sonne. Parce que quelque part, il sait qu'il y a des flammes dans la forêt. Et qu'un jour, il est peut-être passé juste à côté. Elle s'appelait Élodie, elle avait 12 ans. Et ce soir-là, elle a frôlé quelque chose qu'elle n'a compris que bien trop tard. C'était un soir banal, comme tous les autres. Elle était dans sa chambre, en train de regarder des vidéos sur son téléphone. Dehors, la nuit commençait à tomber. Puis un bruit, des coups contre la porte d'entrée. Sa mère alla ouvrir. De sa chambre, Élodie entendait la voix d'un homme. Curieuse, elle s'était levée et approchée, et il était là, debout sur le seuil. Un inconnu ayant la quarantaine, le visage fermé et l'air étrange. Il était venu pour demander un briquet, pour fumer probablement. C'est ce que sa mère avait supposé, mais il insistait. Elle se contenta de lui dire qu'elle n'en avait pas. L'homme fixa la porte quelques secondes avant de tourner les talons et il a disparu. Rien de plus, un détail banal, jusqu'au lendemain, car le lendemain tout avait changé. En rentrant du collège, Élodie entendit frapper à la porte, mais cette fois c'était la police. Par peur, elle n'ouvrit pas. Quand sa mère rentra, elles sortirent ensemble faire des courses, mais en quittant l'immeuble, Élodie vit l'horreur. Des policiers et des dizaines partout, dans les escaliers, dans les couloirs, dans la cour. Ils cherchaient quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Le sol était maculé de sang. La porte d'un appartement était grande ouverte. Et au centre du hall, il y avait un corps, enveloppé dans une couverture. Élodie et sa mère étaient revenus, pile au moment où ils descendaient le cadavre. Quelques heures plus tard, un policier frappa à leur porte. Et c'est là que la vérité éclata. Un homme avait été assassiné
dans leur immeuble. Et le tueur, c'était l'homme qui avait frappé à leur porte la veille au soir, celui qui avait demandé un briquet. Il était entré dans un appartement et il avait ôté la vie à un voisin. Et après son crime, il avait erré. Il était monté sur les toits, il avait frappé à plusieurs portes. Il cherchait, il hésitait. Et cette nuit-là, il aurait très bien pu entrer chez elle. Élodie n'a jamais su ce qui aurait pu se passer si sa mère avait eu un briquet, si elle l'avait invité à entrer. Une semaine plus tard, elles apprirent que le tueur avait été interné en hôpital psychiatrique. Mais Élodie, elle, avait gardé les images. Et l'idée obsédante qu'elle aurait pu mourir ce soir-là, juste parce que quelqu'un avait frappé à la porte. Clémence n'avait que 13 ans quand cette histoire lui est arrivée. Et depuis, elle sait qu'on ne doit jamais sous-estimer les murs d'une maison. C'était un mercredi banal. Elle allait déjeuner chez son amie, Léa. Les deux filles étaient seules, les parents travaillaient. La grande sœur était au lycée. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ça commence. Alors qu'elle préparait à manger, un bruit, des coups. Rien de fort, juste 2 frappes, puis encore 2. Clémence en parla à Léa, mais son amie étrangement calme lui répondit simplement « C'est normal, c'est le fantôme ». Clémence éclata de rire. « Un fantôme? Sérieusement ?» Mais Léa insista. « Viens, tape contre le mur du salon, tu verras ». Clémence, amusée mais sceptique, s'exécuta. Elle toqua 2 fois et là, on lui répondit 2 fois. Clémence fixa son amie, incapable de bouger, se demandant ce qu'il se passait. Léa, elle, était restée parfaitement sérieuse, puis elle lui raconta. L'ancien propriétaire, un meurtre. Quelqu'un était mort ici. Clémence ne savait pas si elle devait la croire. Mais ce soir-là, quand les parents de Léa lui proposèrent de dormir à la maison, elle accepta. À ce moment-là, elle avait déjà presque oublié l'histoire. Et plus tard dans la nuit, Clémence se leva. Elle avait soif. Et en passant devant les toilettes, encore. Elle essaya de ne pas y penser, elle se lava les mains, puis elle alla se servir un verre d'eau dans la cuisine. Mais en revenant du salon, elle la vit. Assise sur le fauteuil, une petite fille, brune. Sa robe blanche était tachée de sang. Le verre de Clémence tomba sur le sol et se brisa. Le bruit alerta toute la maison. Les parents de Léa accoururent, Léa aussi, se demandant ce qu'il se passait. Et Clémence, tremblante, a dit qu'il n'y avait rien, par peur. Par peur qu'on la prenne pour une folle. Mais Léa s'approcha, la fixa et lui a dit « Toi aussi tu l'as vu ». La fille en robe. Clémence n'eut même pas besoin de répondre. Car devant elle, la petite fille marchait, silencieusement. Elle traversait le couloir vers les toilettes, puis vers les chambres avant de disparaître. Les parents ne voyaient rien, mais Clémence et Léa, elles, voyaient tout. Depuis ce jour, Clémence n'a plus jamais réussi à entrer dans cette maison. Rien qu'en s'approchant de la porte, elle sentait quelque chose, une pression, un poids invisible, comme si les murs eux-mêmes refusaient de la laisser entrer. Peu de temps après, Léa et sa famille ont déménagé, mais Clémence, elle n'a jamais oublié, car certaines portes ne devraient jamais être franchies. Camille avait 8 ans quand c'est arrivé. Elle vivait alors dans un minuscule village perdu au milieu de la campagne. Là-bas, tout le monde se connaissait. Il n'y avait qu'une boulangerie, une école, une route et du silence. Beaucoup de silence. Camille passait ses journées avec Anna, sa voisine. Elle était un peu plus âgée qu'elle, 11 ans. Les 2 filles étaient inséparables. Elles habitaient dans une cour commune, entourée de 4 petites maisons. Celle d'Anna donnait directement sur la rue et celle de Camille était juste à côté. C'était l'été. Et comme souvent, les 2 filles faisaient du skate. Leur rue était longue, bordée par 2 immenses champs. Il n'y avait presque qu'une voiture. 2 ou 3 maisons se dressaient plus loin, face à leur cour. C'était l'endroit parfait pour jouer. Elles descendaient tout en bas de la rue, puis la remontaient à pied, leur skate à la main. La montée était trop raide pour la faire autrement. Et ce jour-là, elles ont vu cette voiture, noire, banale en apparence. Elle est passée une première fois, puis une deuxième. Au début, elles n'y ont pas prêté attention. Mais en remontant la rue, alors qu'elles arrivaient à l'endroit où la montée cache complètement la vue du haut, la voiture est repassée, cette fois au ralenti. Camille s'est arrêtée car quelque chose clochait. Même à 8 ans, elle l'avait senti. Elle avait jeté un regard inquiet à Anna, lui demandant si elle ne trouvait pas cela bizarre que la voiture repasse. Anna, pour la rassurer, avait haussé les épaules. Mais dans sa voix, Camille avait entendu une faille, une hésitation. Et alors qu'elles atteignaient enfin le sommet de la rue, elles l'ont vue, la voiture,
garé, moteur coupé, juste au bord du champ. Il n'y avait rien autour, pas de maison, pas d'arrêt, rien qui puisse justifier sa présence. Camille a senti ses doigts trembler, elle a attrapé la main d'Anna et lui a dit que ce n'était pas normal qu'il s'arrête ici. Elle n'a même pas fini sa phrase qu'elle a vu la portière s'ouvrir. Un homme en est sorti, seul. Il n'a pas crié, il n'a rien dit, mais il les regardait et il a commencé à marcher vers elle. Les deux filles se sont figées, un regard, une panique silencieuse, et elles ont commencé à marcher vite, très vite. L'homme lui aussi marchait, et à chaque pas, il gardait la même distance. Il accélérait, il les suivait, alors elles ont couru, sans se retourner. La maison d'Anna n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres. La cour, le portail, la porte, elles les ont franchis comme des flèches. Elles ont claqué la porte d'entrée et se sont précipitées dans la cuisine. La fenêtre donnait sur l'angle de la rue, et de là on voyait tout. L'homme est arrivé quelques secondes après elle. Il s'est arrêté au croisement, il a regardé à droite, puis à gauche, et sans un mot, il est reparti. Elles ne l'ont jamais revu. Ce jour-là, elles avaient échappé à quelque chose, mais elles ne sauront jamais quoi. Un enlèvement? Ou pire, elles avaient parlé à leurs parents juste au cas où, mais l'homme n'est jamais revenu. Aujourd'hui, Camille n'est pas traumatisée, elle ne fait pas de cauchemar, mais elle se souvient. Elle se souvient de cette course, du silence dans la voiture, du regard de cet homme, et surtout, elle se souvient que si elle n'avait pas habité à 2 pas, elle ne serait peut-être jamais arrivée à temps. Cela commence toujours de la même façon, par un bruit si discret qu'on pense l'avoir imaginé. C'est ce que Thomas s'était dit la première fois. Il avait 26 ans, il venait d'emménager dans cet appartement depuis 2 semaines, une location simple en périphérie. Ce n'était pas le genre de quartier où on s'attend à avoir des histoires à raconter. L'immeuble était ancien mais stable, aucun antécédent particulier, pas de drame, pas de légende locale, juste un lieu de passage. Exactement ce que Thomas recherchait, un endroit sans histoire. Mais les histoires, elles s'écrivent parfois toutes seules. Tout avait commencé une nuit, vers 3 h du matin. Thomas dormait lorsque quelque chose l'avait tiré de son sommeil. Un son léger, presque imperceptible, comme un frottement. Il s'était redressé dans le noir sans bouger, le cœur battant. Mais il n'avait rien vu, rien entendu de plus, alors il s'était rendormi. La nuit suivante, le bruit était revenu. Mais cette fois, il était plus clair, plus précis. Un raclement le long du mur. C'est là que Thomas avait commencé à douter de lui-même. Il avait vérifié tout l'appartement. Rien. Pas un objet déplacé, pas de traces de rongeurs, pas de fissures. Le bruit semblait venir de l'intérieur du mur lui-même. Dans les jours suivants, le bruit s'était répété, toujours à la même heure, entre 2 h 30 et 3 h du matin. Et il semblait se rapprocher. Thomas avait fini par déménager son lit, le plaçant au centre de la pièce. Il gardait la lumière du couloir allumée, mais ça n'empêchait rien. Un soir, en se réveillant encore une fois, il avait eu l'impression d'entendre autre chose. Un murmure et une phrase brisée chuchotée depuis le mur. « Regarde !» Il était resté paralysé jusqu'à l'eau. Le lendemain, il était allé chez ses voisins, des personnes âgées qui vivaient là depuis longtemps. Il leur avait demandé s'ils entendaient quelque chose la nuit. Le vieux monsieur avait juste baissé les yeux. La femme, elle, avait dit « Ne parle pas de ça, ignore ». Et elle a fermé la porte. Ce soir-là, Thomas avait scotché une caméra contre le mur, en mode nuit. Il voulait des preuves. Au matin, il avait visionné l'enregistrement. Et il n'y avait rien, rien d'autre que ce bruit. Le frottement, puis le raclement. Et enfin, à 3 h 03 du matin, un sifflement, une expiration, comme si quelqu'un ou quelque chose respirait juste derrière le mur. Puis un son, court, sec, comme un claquement de langue. Et après, le silence. Les nuits suivantes, le bruit avait changé de place. Il venait d'un autre mur, puis du plafond. Un matin, en se réveillant, Thomas avait trouvé une chose impossible. Sur le mur au-dessus de son lit, il y avait des marques, des griffures. Elles descendaient du plafond jusqu'à presque à atteindre le sol. 3 traces longues, comme si quelqu'un ou quelque chose avait essayé de descendre depuis le plafond. Thomas avait pris ses affaires et était allé dormir chez un ami, 2 jours, peut-être 3. Mais quand il était revenu, le silence était revenu lui aussi. Enfin, il avait cru que c'était fini, mais il avait tort. La nuit suivante, à 2 h 47 précisément, Thomas s'était réveillé sans raison. Et là, il l'avait vu. Le mur en face de son lit, le mur qu'il fixait machinalement depuis des jours, avait changé. Quelque chose était là. Il y avait un visage. Pas une silhouette, pas une ombre. Un visage imprimé dans le mur, comme une empreinte. Le ciment avait gonflé par endroits, creusé à d'autres, les reliefs formaient des traits, des paupières closes, une bouche entrouverte, une mâchoire distordue. Ce visage était immense et il semblait dormir. Thomas
n'a pas crié, il n'a pas bougé, il s'est contenté de fixer cette chose jusqu'à ce que ses muscles se paralysent sous l'effroi. Et puis, les paupières se sont ouvertes, le mur avait des yeux et il l'observait. Personne n'a cru Thomas. La seule preuve qu'il pouvait montrer, c'était ses griffures. Et encore, les voisins disaient qu'elles avaient toujours été là, que c'était une déformation du béton. Le visage contre le mur, lui, avait disparu. Thomas a quitté l'appartement. Pendant quelque temps, il a dormi dans sa voiture. Il a refusé de retourner dans cet endroit jusqu'à déménager. Et dans son nouveau logement, il n'a plus jamais revécu le même genre de situation.